si on comprend les parcours personnels des écrivains et qu'on comprend dans quel univers littéraire ils s'expriment, on comprend l'œuvre au croisement de ces situations du passé et du présent. Voilà, donc c'est assez passionnant de faire ça, mais moi je ne comprenais rien, on peut dire, à Kafka. Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation un peu surprenante, parce que pour l'instant, cette émission ne représente pas vraiment une grande audience. Mais la première question que j'ai pour vous, c'est quand vous avez vu la liste des questions, qu'est-ce que vous avez pensé? Mais comme ça, Oh, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est un fou? non, non, je me suis dit que il y avait des choses où j'étais pas particulièrement compétent, où c'était des questions personnelles. Alors je me disais, mais quel intérêt, parce que dès qu'on parle vraiment de moi précisément en tant que personne, j'ai une sorte de manque enfin, j'ai un sens de l'illégitimité, on va dire, ou de l'imposture. Je ne sais pas bien si c'est important de parler de moi, quoi. Mais après, non, non, moi je suis partant pour n'importe quel type de question. Ouais. Non, parce que ça m'intéressait, parce que en fait, ces questions sont un mélange, comme vous l'avez compris, de deux, trois questions à la Bernard Pivot, Oui, euh, avec la question de Dieu, si Dieu existe, etc. Et de questions, je dirais, pour comme ça, mais c'est pas vraiment un discours sociologique, mais à l'américaine, on va poser des questions sur la vie privée, sur ce que tu manges le matin. Et, et donc, voilà, ma question derrière tout ça, c'était finalement, euh, quel est le regard du sociologue sur cette pratique américaine de la conversation, de l'entretien, où on va parler de choses extrêmement concrètes, et on va aussi rentrer dans la vie privée. Est-ce que, est-ce que nous, enfin, est-ce qu'en France, on est plus pudique ou comment vous voyez cette question? je sais, moi, je saurais pas dire si en France on est plus pudique. Je crois qu'il y a des gens qui sont absolument pas pudiques Ouais. en France sur ces questions-là. Moi, je peux répondre pour moi. Je sais que pour moi, c'est plus difficile de parler de choses privées, euh, ou alors il faut que je les sociologise, en fait. C'est-à-dire que Mhm. mon cas n'est intéressant de mon point de vue que si s'il prête à interprétation sociologique, si j'en fais quelque chose. Donc je peux expliquer des choses de mon parcours, par exemple, mais en prenant prétexte de mon cas pour évoquer des processus beaucoup plus généraux. Voilà, moi je trouve. D'ailleurs, c'est intéressant que vous posiez cette question comme ça, parce que je pense immédiatement à l'abécédaire de Gilles Deleuze. Mhm. Gilles Deleuze dit à un moment donné, on s'en fiche des petits problèmes personnels, des gens écrivent des romans en pensant faire œuvre de littérature, en racontant leur petite vie, ça n'a aucun intérêt, etc. Et je suis assez d'accord avec lui. Je ne suis pas un fan de l'autofiction, par exemple. Mhm. Ouais. Et lui, il disait, enfin, pour lui, il a une conception du savoir, et j'ai un peu la même, de quelque chose de beaucoup plus grand que nos personnes, nos petites personnes, quoi. Voilà. Mais après, encore une fois, on peut tout à fait parler de soi, mais d'une manière telle qu'on on se prend pour objet, plutôt qu'on ne Mhm. livre ses impressions, subjectives ou son expérience strictement personnelle. Oui, parce que ce qui est vrai pour un auteur est peut-être vrai aussi pour le sociologue, c'est-à-dire que derrière votre œuvre ou vos œuvres, il y a aussi vos préoccupations et, je dirais, très comme ça, vos petits problèmes. Oui, oui, oh oui, qui sont souvent des grands problèmes. Oui. Oui, 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 absolument. Alors ça, c'est autre chose. Effectivement, ça c'est quelque chose où je me sens plus à l'aise parce qu'en fait, une des pratiques assez régulières en sociologie, en tout cas de la sociologie que je pratique, ça consiste à se poser des questions sur
pourquoi on prend tel objet de recherche, pourquoi on étudie ceci ou cela. Et moi, j'ai eu l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'à chaque fois que je prenais un objet de recherche, c'était une manière d'éclairer une partie de ma trajectoire. Mhm. Sauf que, ou une partie de mes expériences, ou des expériences de mon entourage. Bon, je prends juste un exemple de départ, puisque évidemment, je m'en rendais compte quand je faisais ma thèse de doctorat. En 1990, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur l'échec scolaire à l'école primaire des enfants de milieux populaires. Bon, il Mhm. se trouve que je suis d'origine populaire et que c'était un problème pour moi, cette question de l'échec en milieu populaire, qui n'avait rien d'abstrait, c'était pas une question abstraite, c'était l'échec des gens autour de moi. Moi, j'étais le rare cas dans ma famille, d'abord le premier à accéder au baccalauréat, le premier évidemment à accéder à l'université, et en plus après à faire un parcours plutôt bon, quoi. Donc tout ça m'interrogeait, et quand j'ai pris un sujet de thèse, je prenais quelque chose qui me concernait directement. Pourquoi moi je réussis, pourquoi d'autres au sein de ma famille, de ma classe sociale, mais d'abord et avant tout de ma famille, pourquoi ils ont ces difficultés, pourquoi... donc, vous voyez, je rentre dans le métier déjà avec un problème personnel que je convertis en un objet sociologique. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Et vous avez trouvé la réponse. Comment ça se fait que vous ayez réussi? Ah, alors, en Enfin, fait, oui, non, je n'ai pas, j'ai pas répondu tout de suite à cette question-là. J'ai commencé à travailler sur les échecs. mhm. J'ai mis le doigt sur un problème. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec mon cas personnel, mais j'ai allié des traditions théoriques et même disciplinaires, parce que je suis allé chercher un anthropologue britannique qui s'appelle Jack Goody, et Jack Goody a travaillé sur la question de l'écriture, de la culture écrite, comment la culture écrite a transformé en fait le rapport au savoir. Et comme l'école est quelque chose enfin, c'est un lieu particulièrement lié à l'écrit, à l'accumulation de savoir, qui à un moment donné demande, appelle une institution spécifique pour transmettre tous ces savoirs accumulés, je me suis dit, là, il y a quelque chose de très intéressant à prospecter. Donc, d'un côté, il y avait des sociologues qui travaillaient sur les inégalités sociales d'accès à l'école, sur les transmissions familiales plus ou moins malheureuses de capital culturel, etc. Et puis, il y avait Jack Goody qui me permettait de préciser la nature, en fait, de l'école comme lieu où il y a un rapport fondamental à l'écrit. Alors évidemment par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais au-delà dans un rapport au savoir qui est propre aux cultures de l'écrit. Donc quand j'ai fait ça, j'ai répondu plutôt à la question pourquoi des enfants de milieu populaire qui sont en fait très éloignés des logiques scripturales, des logiques Mhm. d'écriture, pourquoi ils échouent et essayer de voir dans les petits malentendus en salle de classe. J'étudiais des enfants donc à l'école primaire, ils avaient entre 6 et 10 ans, on va dire. Et j'essayais de comprendre des situations, essentiellement dans des classes de français, des situations de malentendus, d'incompréhension, évidemment toutes les fautes possibles. Donc je travaillais sur l'orthographe, la grammaire, l'expression orale, l'expression écrite, etc. Et je voyais à chaque fois, je décortiquais toutes ces pratiques pour comprendre quelles étaient les logiques d'échec, en fait, dans une classe où il y a beaucoup d'enfants de milieu populaire. C'est quelques années après que j'ai pris le problème à l'envers en me disant, OK, maintenant, je comprends bien ce que c'est que l'échec scolaire en milieu populaire, donc je vais essayer de comprendre pourquoi il y a des enfants de milieu populaire qui réussissent alors que d'autres, avec a priori les mêmes propriétés sociales, les mêmes caractéristiques, des niveaux de revenus très proches, des niveaux de diplôme des parents très proches, pourquoi ils réussissent alors que d'autres échouent. Et là, j'ai travaillé effectivement sur cette recherche-là.
Et j'ai pu avoir des éléments qui m'ont relié à ma propre expérience, qui m'a permis de comprendre pourquoi bah, j'avais quand même été un rescapé de Oui, toute cette traversée de l'espace scolaire, comment j'ai réussi à m'accrocher alors que je n'avais pas d'atout énorme de départ. oui, ou presque aucun. Ouais, ouais. Et est-ce que vous aviez enfin, est-ce que le jeune Bernard avait la vision du Bernard d'aujourd'hui, Oh qui est non, toujours jeune, mais certainement pas, certainement pas. Non, non, vous ne projetez pas. moi j'étais en pleine inconscience en fait. C'était très très étrange. En plus, l'expérience, donc on appelle ça un transfuge de classe. Moi j'ai connu ce déplacement dans l'espace social. Pour préciser les choses, hein, moi j'ai vécu dans un milieu où mon père avait un CAP voilà, d'ajusteur. C'est un métier bon, très technique. Bon, c'est un petit diplôme Mhm. professionnel. Et ma mère n'avait que le certificat d'études. Donc, sortie de l'école primaire, elle a arrêté et elle est restée femme au foyer. En plus, mes parents se sont séparés, divorce. Je suis resté avec ma mère qui du coup a travaillé comme ouvrière. Et donc, je venais de cet univers-là où, encore une fois, j'ai été le premier à accéder au bac, etc. Et donc, tout était étrange, en fait, pour moi, hein. J'essayais, alors si vous voulez en savoir plus, voilà, d'abord, ma mère a toujours fait attention à ce que je sois très docile, en fait, scolairement. La docilité scolaire, c'est une des choses Mhm. Oui, c'est qui est assez fondamentale finalement, c'est obéir, c'est ne pas poser de problème à l'école, c'est écouter quand on nous dit quelque chose, etc. Donc j'étais assez docile et j'étais tout de suite à l'école primaire plutôt un bon élève, et voire très bon dans certaines années. Et puis après, ça a continué au collège avec des difficultés quand même, un peu en maths, etc. Mais j'étais quand même un bon élève. Et puis petit à petit, comme ça, je suis allé vers un lycée, mais un lycée technique, parce que je ne sais pas pour quelle raison vrai. j'avais une envie d'électronique à l'époque. Je pense que ça correspondait à quelque chose de moderne. Voilà. Je pense que les termes d'informatique et d'électronique, pour quelqu'un de ma génération, c'était des univers très... Bon, aujourd'hui, on dit ça à un jeune c'est Ouais. l'ordinaire, quoi. Mais à l'époque, quand même, les analystes programmeurs, comme on disait, oh là là, moi j'étais là en me disant Mhm. ça doit être formidable. C'était pas du tout formidable. Et j'ai rapidement vu que cet univers ne me convenait absolument pas. Donc j'ai un peu bifurqué vers une formation scientifique et technique qui était plutôt les très bonnes classes des lycées techniques, où les gens allaient faire des écoles d'ingénieurs. Et là aussi, je me suis rendu compte que j'avais des limites. Mhm. C'était des choses que je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop les maths. Je n'aimais pas trop la physique et la chimie. Je détestais tout ce qui était atelier, parce qu'on faisait du dessin industriel, de l'atelier devant des machines, etc. C'était les futurs ingénieurs qui étaient Ouais. préparés et qui devaient connaître quand même le travail ouvrier. Donc, on faisait du travail ouvrier. Et en fait, je me sentais bien en classe de français et dans les petites heures Ah, de philosophie, oui. donc ça n'allait pas du tout, quoi. Donc voilà, Ouais. il y a eu tout ce parcours-là qui s'est déroulé, mais avec beaucoup d'inconscience, des Beaucoup mauvais d'inconscience. choix au fond, euh, beaucoup de mauvaises orientations, etc. Avant de... J'avais une question, mais là, il m'en vient une autre parce que l'idée de mauvais choix, finalement, qui conduit à, bon, enfin, une œuvre que moi j'admire beaucoup, qui est la vôtre, un parcours que j'admire beaucoup. Donc finalement, c'est des mauvais choix qui ont conduit Oui, enfin, pour moi, encore une fois, une très belle réussite. ben, en fait, c'est un peu hallucinant parce que C'est pour dire les hallucinant. choses, c'est hallucinant pour moi-même, hein. C'est, Oui. c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, bon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu le baccalauréat avec mention passable, Mhm. c'est-à-dire pas Mhm. de mention.
Ouais, bon, à l'époque, c'était difficile. Le Voilà. baccalauréat était difficile. Oui, c'était difficile, mais j'ai eu 10,06 à Ah, mon baccalauréat. Donc, quand j'étais en train de préparer le rattrapage, j'étais pas complètement, voilà, oui, c'était pas une erreur de perspective. Je croyais que enfin, que j'allais forcément au rattrapage. Je l'ai eu sans rattrapage, mais à 10,06. Donc, je partais de là. Quand hmm, je discutais avec mes camarades, il y a un camarade ouais, que j'ai retrouvé depuis qui a fait Polytechnique quand même, ouais, qui a ouais. réussi des classes préparatoires aux grandes écoles en sciences techniques et qui a réussi le concours de Polytechnique. On s'est retrouvés, pour lui, c'était hyper Oui. surprenant. Parce que il m'a entendu une fois sur, je crois, sur France Inter, ou oui, ça Oui. doit être France Inter. Et donc, il m'a dit, je crois reconnaître ta voix, mais ça lui paraissait bizarre que je sois entre l'élève qui peinait scolairement dans cet univers, qui évidemment n'a pas fait de classe préparatoire. Je n'ai pas fait de classe préparatoire aux grandes écoles, je suis allé directement à l'université. Et lui, il a fait les classes À préparatoires, Port-Royal. une des grandes écoles, etc. Et lui était chargé de recherche CNRS, alors que moi j'étais prof, que j'avais dirigé une unité du CNRS pendant 8 ans déjà, très tôt. Bon, donc tout ça est étrange en fait. Ça s'est fait de manière un peu miraculeuse, oui. On peut l'expliquer, mais c'est vrai que c'est une expérience personnelle. En quelques années, en fait, les choses basculent et vont dans le bon sens, voilà, par un investissement fou dans le travail, qui n'était pas un travail pour moi. C'est-à-dire que dès lors que j'ai trouvé la bonne voie, je suis rentré à l'université pour faire de la psychologie et de la sociologie en Mhm. même temps, et rapidement, la psychologie ne m'intéressait pas, enfin celle qui était enseignée à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait beaucoup plus, de la psychologie beaucoup plus cognitive, beaucoup plus liée aux neurosciences, etc. Ça, je trouve que c'est assez passionnant. Mais à l'époque, c'était très clinique et c'était, au fond, je trouvais que c'était pas très sérieux. Mais bon, voilà. Et du coup, j'ai continué en sociologie. Et là, j'ai vu que c'était l'univers enfin, qui me Ouais, convenait. Et c'est rare dans une vie de trouver l'endroit où on se dit c'est là que je suis bien, quoi. bien Et sûr. depuis ce moment-là, ben, je n'ai cessé de travailler. Vous n'avez jamais travaillé. Enfin, vous n'avez jamais eu l'impression de travailler. C'est ça, d'une certaine façon, oui. Et je travaille aujourd'hui euh, plus, et c'est beaucoup, qu'à l'époque où je faisais ma thèse. La plupart Oula. du temps, quand on fait une thèse, on travaille beaucoup, beaucoup, puis après, Oui. on peut avoir un peu de temps. Je n'ai jamais cessé de travailler. Je reste un étudiant permanent, en fait, à peu près dans le même état que la thèse, sauf que j'ai rajouté encore des heures. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est qu'un week-end, je ne sais pas ce que ce sont les vacances. Euh, Ça n'a pas de sens, mais souvent je dis à des étudiants, euh, je ne sais pas, est-ce que vous auriez demandé à Picasso, oui, vendredi, il est 17h, ben, il faut arrêter. Fermez Il la aurait dit, boutique. ça n'a pas de sens. Il peut se lever plus tard s'il a envie, mais en tout cas, enfin, moi, j'y arrive pas. Je suis en plus avec des horaires d'ouvriers qui commencent très tôt, mais en fait, il n'y a pas de limite entre le loisir et le travail. Dès lors que le métier qu'on fait est une passion, voilà, je pense que c'est dans Cette le passion, monde de la recherche, souvent, c'est quand même des gens qui sont comme ça. ouais. Mais cette passion, et donc la sociologie, ça vous permet d'expliquer, de donner du sens aux choses, à l'existence, au monde, à ce qui vous entoure. Oui. Et donc, vous êtes dans cette quête où vous dites, bon, ben, on va essayer de comprendre. Ah ben, en fait, je vais vers des objets que je ne comprends pas. Je pense que d'ailleurs, c'est un peu, il y a un côté un peu suicidaire d'une certaine façon, parce que je suis allé vers des objets où vraiment je ne comprenais rien. Hmm. Et Par exemple, c'est ça qui m'attirait. Bah, l'exemple assez évident pour moi, c'est
c'était quand j'ai commencé à travailler sur l'œuvre de Franz Kafka, Ah ouais, euh, en rapport avec sa trajectoire, avec ses expériences j'adore ce livre. familiales, religieuses, même politiques, etc. Et que, bon, j'avais une bonne raison de travailler là-dessus parce que j'avais travaillé avant ça un ouvrage sur ce que j'appelais la condition littéraire, sur le fait qu'en fait, la plupart du temps, les écrivains sont dans une double vie parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur métier d'écrivain. En tout cas, paradoxalement, les meilleurs d'entre eux n'y arrivent pas parce qu'ils inventent des formes et donc ils trouvent très peu de public, au moins dans un premier temps et parfois jusqu'au bout. Kafka n'a vraiment jamais eu aucun public de son vivant. Donc j'ai travaillé là-dessus, mais je cherchais un auteur. Et en fait, pour comprendre la nature d'une œuvre, à la fois son style d'écriture, mais aussi ses thématiques, et quand on a lu un peu de Kafka, on sait combien c'est difficile de lire Kafka. Ouais. C'est rempli de choses un peu absurdes, un peu illogiques, incongrues. C'est très proche de la logique du rêve. Et j'ai travaillé aussi sur le rêve quelques années après, il n'y a pas très longtemps. Mais Kafka, c'est parce que je ne comprenais vraiment pas Kafka que j'ai pris son cas à lui. Alors que je pense que ça aurait été beaucoup plus facile de montrer des liens entre la vie, les expériences de vie de Kafka, d'un auteur, par rapport à son œuvre, si j'étais dans le cas de, je sais pas, Jack London Oui, Malraux. ou Malraux, voilà. C'est-à-dire où les C'est deux liens livres. sont beaucoup plus évidents. C'est deux livres que j'adore. La création littéraire, Franz Kafka, là, élément pour. C'est c'est vraiment deux livres que je trouve extraordinaires, notamment Kafka, parce que je le relisais, enfin refeuilletais en pensant à notre conversation. Je me disais, mais quel est le travail qui est derrière cette connaissance de l'œuvre de Kafka, parce que ça ressemblait à rien de ce que je m'imaginais d'un biographe classique. Est-ce que vous pouvez juste nous donner quelques détails sur cette recherche sur Kafka et comment ça dépasse le simple travail du biographe, je trouve. Ah, en fait, comment dire, l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'un auteur, il écrit avec ses expériences de vie, avec d'abord pourquoi on devient auteur, pourquoi on a envie d'entrer dans ce genre d'activité, d'en faire quelque chose. Pour lui, c'était une passion. Il disait je hais tout ce qui n'est pas littérature. Il avait un rapport d'engagement total à son activité littéraire. Donc pourquoi quelqu'un se met à, comme ça, fantasmer, enfin, de mettre toute sa vie, son énergie de vie dans une activité, ça déjà, c'est très, enfin, c'est important de comprendre ça. Il y a une sorte de pulsion expressive qui est évidemment formée par des expériences. Donc, dans le cas de Kafka, c'est un sentiment d'isolement. Il a vécu dans une famille qui était très préoccupée par le commerce familial, on va dire. Mhm. Et notamment, il a vécu son enfance à une époque où ses parents étaient vraiment dans la construction du commerce. Et donc, c'était très difficile. C'était des années où ils investissaient beaucoup. Il a très peu vu ses parents. Et donc, il a investi dans la lecture. Il a investi dans un monde. Bon, il a créé son monde parce qu'il il pouvait pas attendre qu'on s'occupe de Ouais, lui. Il on s'occupe de avait lui. une enseignante, une préceptrice, pardon, mais Mhm. il n'avait pas ses parents. Bon. Et du coup, cette pulsion expressive, euh, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? En fait, il va parler de choses très personnelles et en même temps qu'il va complètement transfigurer, qui va complètement modifier pour en faire un acte littéraire assez incroyable. Parce que quand on lit Kafka, c'est
c'est très, on a parlé d'un côté fantastique chez Kafka, une sorte de fabuliste. On a parlé aussi Ouais. d'existentialisme chez lui. Bon, c'est quelqu'un qui décrit des scènes. On comprend pas toujours comment ça Ouais. s'enchaîne, comment les choses se passent, etc. Et en fait, en rentrant dans son expérience personnelle, et notamment, alors une des choses marquantes dans son parcours, ça a été le rapport à son père, c'est-à-dire un père très imposant, bourgeois de première génération, juif assimilé, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait quitter la Ouais. judéité populaire, classique, etc., pour devenir un bourgeois bon teint, voilà, là où il était, hein. C'est-à-dire, il était enfin, ce qui va devenir la République tchèque. Et son père était venu d'un milieu très pauvre, euh, une sorte de self-made man qui dit j'ai réussi par moi-même. À 10 ans, il travaillait. Il disait que ses universités, c'était l'armée, etc. Donc, on imagine le bonhomme. Quand on regarde des photos, on voit qu'il est énorme, il est grand, Ouais. il est très costaud, et Kafka à côté est un enfant très maigre, voilà, il y a Ouais, eu toujours un chétif. contraste entre le père et le fils, et il est extrêmement imposant, et vis-à-vis de ses enfants, il est toujours dans le reproche. Voilà, il y a un reproche permanent. Oh, on vous donne tout, vous n'en faites rien. C'est facile pour vous. Regardez comme moi j'ai souffert, etc. Il leur donne de la culture et en même temps il leur dit regardez comme c'est facile pour vous. Bon, donc un père pas facile du tout, qui les culpabilise. Et en fait, un des grands thèmes de Kafka, c'est la culpabilité. Et comment on peut être coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait, en fait, d'une faute qu'on n'a pas commise. Et toute sa réflexion autour de la question, enfin, par exemple, le roman Le procès, Le procès. c'est effectivement un procès. Alors, il se trouve que Kafka a fait aussi des études de droit, donc c'est pas un hasard s'il file une métaphore judiciaire, mais le procès, c'est le procès que leur fait leur père en Ouais. permanence. Et ça, il transpose ça sous une forme complètement folle du point de vue littéraire. Et et si on arrive à comprendre, à reconstruire l'univers familial, l'univers des relations familiales, relations à la mère, au père, à leur judéité, Kafka cherchant quelque chose de plus authentique que le rapport de plus en plus distant que prenait le père pour devenir un vrai bourgeois, intégré, etc., à une époque où l'antisémitisme est quand même très très Ouais. fort. Bon, c'est tout ça qu'il y a dans l'œuvre, mais c'est pas visible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de romanciers qui vont parler des choses directement, qui vont parler d'antisémitisme, qui vont parler d'un père imposant et oppressant, etc. Là, pas du tout. On parle de toute autre chose apparemment que de ça. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est la transposition. C'est de voir à quel point, si on comprend les parcours personnels des écrivains et qu'on comprend dans quel univers littéraire il s'exprime, on comprend l'œuvre au croisement de ces situations du passé et du présent. Les présents. Voilà, donc c'est assez passionnant de faire ça, mais moi je ne comprenais rien, je peux dire, à Kafka. Ouais. C'est ça qui Non, mais, m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre des choses que je ne comprenais pas. et est-ce que ça veut dire que pour vraiment comprendre une œuvre, on a besoin de tout ce savoir, de tout cet effort que vous avez fait? Ou est-ce qu'on peut, donc, pour en revenir à cette théorie de la création littéraire, on peut s'en tenir à une lecture, je dirais presque superficielle. Bon, c'est pas celle que j'apprécie. Parce que, en fait, juste une expérience que je partage souvent avec mes élèves, qui me disent, mais Olivier, tu lis pas
de la littérature contemporaine. Et donc, on va peut-être parler de la condition littéraire, mais... Et en fait, j'ai une telle conscience de toutes les références, enfin qu'humilité, hein, toutes les références qu'il y a dans un texte, par exemple classique, où ils vont faire référence à Virgile, machin, etc., telle tournure latine qui a été reprise, traduite, et puis se retrouve là dans ce texte, mais si tu sais pas, je sais pas, que j'ose pas m'aventurer dans la littérature contemporaine parce que j'ai comme peur de rater des choses. Et donc, j'en reviens à ma question, c'est que euh, est-ce qu'on pourrait rêver d'une théorie de la création littéraire qui nous permette d'avoir un rapport direct, sans peur avec le texte, en tout cas pas tel que je l'ai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est que à la fin de l'ouvrage, j'essaye d'expliquer qu'il y a deux types d'interprétation. Au fond, Kafka peut être approprié par n'importe qui, avec ou sans la connaissance de toute l'expérience de Kafka, des éléments biographiques de base, voilà. Il y a notamment la démarche structuraliste, consiste à dire on prend le texte et on se fiche des individus qui ont écrit ces textes. C'est pas important de connaître Kafka pour comprendre son œuvre. Ça, c'est une position. C'est une position, et au fond, la plupart du temps, les gens qui lisent Kafka ne connaissent pas Kafka. Ils n'ont pas fait la démarche de lire une biographie de Kafka ou de lire mon livre, qui est une sorte de biographie sociologique Ouais. de Kafka. Mais on a le droit. Tout le monde a le droit. On a le droit de monter la métamorphose au théâtre et d'en faire une lecture, comme on dit, une interprétation. Tout est possible, évidemment. De toute façon, il y a une démocratie interprétative de ce point de vue-là. Après, si on se pose la question, qui est une question en fait de savant, euh, sur qu'est-ce que c'est que la vérité de la création de Kafka. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas répondre à cette question. Mhm. Déjà, Ouais. c'est un vrai Ouais. débat. Moi, je crois qu'on peut y répondre et que c'est même le sens d'une démarche scientifique que de comprendre non pas ce qu'est Kafka pour n'importe qui. Chacun peut projeter Ouais. ses propres interrogations sur l'œuvre de Kafka. Et j'allais dire, c'est très bien comme ça. Mais si on veut véritablement comprendre qu'est-ce qu'était en train de faire Kafka quand il écrivait, pourquoi il écrit avec cette écriture-là, qui est liée par exemple à sa formation de juriste? Il écrit aussi comme un juriste. Mhm. Il y a plein d'éléments de son Non. écriture qui sont liés à son expérience de juriste. Il travaillait dans une compagnie d'assurance contre les accidents du travail. Il écrivait des textes juridiques. D'ailleurs, on a des textes de lui en tant que juriste, qui Je ne savais rédigeait des pas. rapports, etc. Donc, il avait une double activité permanente. Le matin et début d'après-midi, il était juriste dans une compagnie d'assurance et à partir plutôt du soir, il commençait son travail d'écriture. Donc il y a des liens entre toutes ces choses-là. Il y a aussi la connaissance qu'on peut avoir de ce que c'était que être juif à l'époque, qu'est-ce que c'était qu'être bourgeois de première génération, enfin de seconde génération Pour pour Franz Kafka. Kafka. Pour Kafka. Qu'est-ce que c'était que ce père extrêmement imposant et qui leur a mené la vie dure, etc., qui les a traumatisés. Enfin, Kafka était quelqu'un de complètement écrasé par le père. Bah, il faut connaître tout ça, en fait, si on veut comprendre véritablement de quoi il est en train de parler, de, Mhm. de- à propos de quoi il écrit et sous quelle forme complètement transfigurée. Puisque à part les premiers textes en tout début de son écriture, où il pouvait y avoir un père qui était là, la figure du père, du fils, etc., était là. Après, ça disparaît. Mais pourtant, le père et le fils sont toujours là, mais sous des formes complètement bizarres, quoi, en fait. Donc, ça serait la différence entre lecture créatrice et lecture historique. Oui, c'est ça. Alors, entre une lecture savante qui veut connaître la vérité de ce qu'a fait Kafka, ou une lecture créatrice qui dit, je pars du Mhm. texte Mhm. et j'en fais quelque chose, en fait. Voilà. La plupart des lecteurs non savants
font des choses avec des textes. C'est-à-dire que Et alors, ça leur parle en fonction de leur expérience personnelle. Ils se projettent dans des textes, ils arrivent à se projeter parce qu'ils ont une connaissance intime d'un certain nombre de choses et que le texte leur renvoie un miroir, etc. Ça, c'est tout à fait ordinaire, mais ce n'est pas les mêmes démarches, évidemment. ouais. Et donc, parce que ça pose la question aussi du chef-d'œuvre, c'est-à-dire, enfin, qu'est-ce qui fait que Kafka, enfin, vous le rappelez très bien dans le livre, bon, la plupart des œuvres ne sont pas éditées lorsqu'il meurt, devient Franz Kafka aujourd'hui. Bon, Camus, on a fait des chapitres dans le mythe de Sisyphe. Enfin, hein, c'est un écrivain majeur de Oui, notre modernité. Et oui. donc, du coup, ça pose la question, comment est-ce que le chef-d'œuvre, il est à la confluence de ces lectures créatrices historiques? Finalement, qu'est-ce qui fait, et on en revient peut-être aussi à la question, qu'est-ce qui fait qu'un écrivain comme Kafka va réussir, même si c'est post-mortem? C'est fascinant. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une sorte d'objectivité, même dans la Mhm. littérature. C'est-à-dire que je pense qu'on ne réussit pas par hasard. Mhm. Euh, Mhm. Kafka ne pouvait pas, enfin, il aurait pu disparaître du monde littéraire si son exécuteur testamentaire, qui est un Ouais, ouais. autre écrivain ami, Max Brod, avait fait ce Ouais. qu'il lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de brûler tous ses manuscrits, journaux intimes, correspondances et textes littéraires. Évidemment, Max Brod ne l'a pas fait, et donc on a l'œuvre de Kafka publiée très largement après. Il a publié vraiment un recueil de nouvelles de son vivant et quelques textes par-ci par-là, mais il a, voilà, toute l'œuvre majeure qu'on connaît, elle a été publiée après sa mort. Et d'ailleurs, la plupart de ses romans, ils ont été un peu reconstitués parce qu'on ne sait pas l'ordre qu'il aurait choisi Ouais. des différentes scènes, enfin des différents chapitres. Et donc, c'est encore, voilà, c'est quelque chose de débattu au sein des spécialistes de Kafka. Mais en tout cas, voilà. Et c'est quelqu'un qui a écrit quelque chose qui, de son temps, était tellement bizarre que ça a été difficile. Ça a été difficile pour C'est lui vrai, c'est vrai. de trouver un public. Sauf que la plupart de ses amis le considéraient comme le meilleur d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il avait une puissance littéraire incroyable. Il se réunissait régulièrement avec d'autres amis, dont Max Brod. Alors, quand on regarde Max Brod, il a des propriétés très proches de celles de Kafka. Je me suis amusé à lire des romans de Max Brod Jamais en lu. comparant leurs propriétés. Ils ont des propriétés assez proches, avec des pères, la même chose, juifs, ayant réussi, etc. Et puis d'un côté, on a du roman balzacien classique, enfin c'est du sous-Balzac quand même, hein, si j'ose dire. Alors Max Brod était très très connu, c'est l'équivalent d'un écrivain Ouais. publié chez Gallimard aujourd'hui en France, qui a Toujours publié sur sur rue. rue, etc. Bon, proche de l'éditeur, qui avait quand même une influence importante. Donc c'est Max Brod qui était connu et Kafka n'était pas connu. Mais il y avait d'un côté quelqu'un qui faisait la littérature telle qu'elle se pratiquait assez facilement depuis le 19e siècle, et Kafka qui a inventé des formes. Si vous êtes inventeur de formes, si vous faites des choses qui sont beaucoup plus compliquées, vous faites une sorte de tour de force. Alors, seuls les gens très, très, enfin, écrivains professionnels ou écrivains de vocation qui savent ce que c'est qu'écrire, qui savent ce que c'est que la littérature, eux, ils savent qu'il est en train de faire quelque chose de très important, de très étrange, de très bizarre, mais de très important. On pourrait dire la même chose de James Joyce. Ouais. Lire James Joyce, c'est une épreuve. Mhm. Bon, aujourd'hui, il a son nom dans Ouais. des rues, il a son jour en Irlande, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a des œuvres qui sont vouées à rester parce que les auteurs ont mis la barre très haut, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mhm. Kafka est à la fois quelqu'un de très modeste, de très humble,
qui n'avait pas du tout confiance en lui. Et en même temps, il a dans ses journaux personnels, notamment, des indications, enfin des moments où on voit très bien son ambition, mais incroyable. Il veut incarner la plus haute littérature possible. Ah ouais, Il, ça je ne oui, savais pas non plus. Hein. C'est... oui, oui. Il a voulu faire ça. Et des fois, il s'autodétruit lui-même dans le même passage où il dit, on voit l'ambition et immédiatement après, il dit, pour qui tu te prends? Donc il est torturé, mais il a une ambition folle. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, il avait une ambition folle, ce qui l'a conduit à ne pas être reconnu. Bon, il est mort très jeune, mais voilà, c'était une très grande ambition. Alors, il y a des gens avec beaucoup d'ambition et qui n'arrivent pas à conclure d'une certaine façon. Lui, il travaillait ses textes d'une manière telle que, voilà, très rapidement après sa mort, ça s'est diffusé. Et c'est un des auteurs les plus traduits au monde aujourd'hui, Euh, avec toujours quand même une difficulté. C'est-à-dire que quand même, quand on étudie un texte de Kafka, c'est pas simple. C'est pas étudier Balzac, hein, c'est pas étudier. bon. Je pense que ce sera un peu la même chose pour la musique dodécaphonique ou des choses comme ça. Il y a des choses qui resteront pendant très très longtemps, des choses ésotériques, difficiles Obscur. d'accès, perturbantes pour les oreilles ou pour les yeux des personnes. Non, c'est, et en même temps, lorsque je me suis approché de la condition littéraire, qui est l'autre livre dont vous parliez, mon, mon obsession d'écrivain un peu raté était de me dire, bah, Olivier, aujourd'hui, il y a 350 livres publiés par jour en France. Euh, je connais l'histoire littéraire, par exemple, du XVIIe siècle. Et je me dis, bon, j'ai zéro chance. De toute façon, il y a une surproduction de la littérature. Enfin, c'est comme ça que je suis venu à lire La condition littéraire et pour découvrir en fait que ben, ça a toujours fait partie de l'équation, cette double vie de l'écrivain. Ah oui, oui, c'est Cette, exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est mis en place à partir du moment où le marché a commencé à exister, hein, qu'il y a un marché littéraire. Pendant longtemps, les écrivains vivaient de commandes, voilà, ou de Mhm. mécénat. Il y avait deux façons d'écrire. C'était on nous commande un texte ou on a un mécène qui généreusement nous permet d'écrire. L'activité la plus libre, entre guillemets, c'est le mécénat, puisque Mhm. c'est souvent sur la base d'une reconnaissance, c'est un peu comme pour les peintres. Mhm. Nicolas Poussin, j'ai travaillé sur Nicolas Poussin, il travaillait sur commande, mais petit à petit, ça relevait presque du mécénat parce qu'il était connu, reconnu, et du coup, il y a des gens qui vous donnent de l'argent pour faire des tableaux. C'est une forme de commande, mais ils ne vous demandent pas de faire tel tableau précisément avec sur tel thème, etc. On dit, je veux un Poussin. Voilà, je veux. Alors pendant longtemps, les écrivains n'avaient pas une grande possibilité d'exprimer ce qu'ils avaient envie. C'est quand un marché des lecteurs s'est ouvert que ça a été possible. Sur commande, on dit, bah, vous écrivez un pamphlet contre un tel Mhm. parce que je veux Le voilà, dézinguer. voilà, tuer mon adversaire politique, etc. Donc ils étaient vraiment sur commande. Ou alors, vous allez nous divertir sur tel ou tel sujet. Des gens comme Molière, bon, Molière Ouais. a trouvé son autonomie là-dedans, mais il était quand même Ouais. très Ouais. À la dépendant des mode. gens. Voilà. Alors, il avait une double activité. À la fois, il faisait du théâtre populaire dehors, et les mêmes pièces modifiées, il allait les jouer parfois à la cour. Donc, il était voilà, entre les deux. Il y a eu Corneille, il y a eu Racine. Bon, c'est des gens qui écrivaient, oui, sur commande. On leur demandait de divertir. Ils faisaient partie des artisans qui pouvaient donner du poids, de l'intérêt à une cour, à un puissant, à une cour royale ou à quelqu'un de très important.
de l'époque. Et du coup, dès lors que on a inventé un marché, c'est-à-dire la possibilité de l'invention de la librairie Mhm. qui va vendre des livres, qui les édite souvent, parce que le Ouais, le libraire était aussi un libraire. éditeur, voilà, dans un sens ancien, le libraire était éditeur aussi. Bon, là, on donne accès directement à un public. Voilà. C'est un peu ce qu'a vécu Mozart, par exemple. Mozart, Mhm. il était entre deux. Il était entre une époque où, par exemple, son père a travaillé comme artisan pour des puissants, et puis lui, il allait vers des formes d'art beaucoup plus autonomes, mais qui n'étaient pas encore totalement inventées, ce qui a été son drame pour Mozart. Mhm. Mhm. Donc, les écrivains, quand ils ont un marché, là, ça libère. Ça libère parce que, ça libère ou ça limite, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Après, c'est est-ce qu'il y a un public pour lire ces choses-là? Alors, dans le cas de Kafka, il y a quasiment personne. Parce que Mhm. c'est trop compliqué à Ouais. lire, parce que c'est trop bizarre, c'est trop étrange, etc. Mais pour un feuilletoniste au 19e siècle, qui écrit Ah dans les ouais. journaux, qui fait des choses à suspense, qui monte des romans autour de faits divers quasiment, etc., oui, là, ça attire. Et donc, bon, ils peuvent écrire ça. Donc, le marché est à la fois une ouverture et en même temps une ouverture surtout pour ceux qui écrivent des choses qui ne remettent pas en cause les habitudes, on va dire, des lecteurs ou du plus grand nombre de lecteurs. Donc à ce moment-là, il se passe une chose, c'est que ceux qui écrivent des choses bizarres, Mhm. incongrues, trop compliquées, trop absconses, Décalé. et voilà. Alors là-dedans, il y a les poètes, de manière évidente, qui vont être les premiers à vivre depuis le début euh, l'obligation d'avoir une seconde activité, d'avoir un métier pour pouvoir vivre et après écrire des textes qui seront ou pas lus et donc vendus auprès d'un plus ou moins grand public. Donc, il va y avoir cette situation-là, et puis globalement, on se rend compte que la plupart des écrivains ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas vivre de leur écriture. Seuls les plus commerciaux d'entre eux, donc paradoxalement les moins bons écrivains, au Ouais. sens littéraire Oui. du terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, je ne vais pas donner des noms, mais enfin, il y a des grands best-sellers dans tous les pays Oui, où il qui y a sont des feuilletons. oui, 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 qui surfent sur des vagues. Voilà, tout le monde attend ça. On relit toujours un peu la même chose, mais voilà. Et puis même, il y a ce qu'on appelle la paralittérature, etc. Enfin, tous les romans dits de gare, beaucoup de romans policiers, de romans érotiques, des romans romantiques, sentimentaux, Ouais. Harlequin, la collection Harlequin, Harlequin. Ouais. par exemple. Bon, tout ça, c'est de l'écriture facile, très stéréotypée, etc. Et là, il y a beaucoup de ventes, en fait. Donc, Mhm. ceux qui vivent le plus de leur travail De leur. littéraire sont les moins forts d'un point de vue littéraire, les moins avancés, les moins inventifs, les moins imaginatifs, etc. Mhm. Et donc, effectivement, bon, dans le cas de Kafka, c'était évident, euh, son, son œuvre était trop obscure pour avoir un grand public. Donc, il était obligé, comme beaucoup de gens dans son cas, d'avoir cette double activité. Et donc, j'avais étudié ça pour la France contemporaine, dans une région qui est très fournie en écrivains. D'ailleurs, parmi les écrivains que j'avais étudiés, il y avait Brigitte Giraud, Ouais. qui a eu le prix Goncourt cette année. Et vivre Euh, vite, c'est ça. Ouais. oui, alors Vivre vite. j'ai pas lu son Ouais. dernier roman, mais voilà, elle faisait partie des écrivaines auprès de qui on a enquêté. Et voilà, on s'est rendu compte, statistiques à l'appui, sur je ne sais plus combien de centaines d'écrivains,
que la loi, c'est d'avoir un second métier. La plupart du temps, c'est d'abord enseignant, journaliste. Après, il y a plein de métiers, psychanalyste, il y a des médecins, il y a des traditions oui, il y a des traditions de médecins écrivains, de diplomates écrivains. Bon, il faut trouver les activités qui peuvent laisser un peu de temps où on peut s'organiser. Donc, c'est pas un hasard si des professions libérales ou de la diplomatie qui Oui. ne prend pas tout son temps quand même. Donc, il y a comme ça cette nécessité-là. Et donc, c'était intéressant de travailler sur cette nécessité d'une double vie et sur les effets que ce qu'on appelle le second métier, mais qui est la première activité rémunératrice, en fait, sur les effets que cette activité peut avoir sur l'écriture. Parce qu'il n'y a pas une séparation, une Est-ce que division entre eux. c'était ma question, c'est que finalement, cette première vie, elle est aussi la source de la seconde, enfin, ou réciproquement. Bien sûr, Un bien sûr. écrivain enfin, qui n'aurait pas de vie n'aurait pas grand-chose à raconter. Ah oui, complètement. Après, bon, il y a des écrivains qui peuvent assez rapidement rester sur le passé qu'ils ont eu et être des écrivains de toutes les expériences qu'ils ont eues avant d'entrer en littérature. Il y a le cas d'un écrivain, mais dont le nom va m'échapper. Non, voilà, il s'appelle Charles Julier. Il a publié son œuvre chez POL. Ouais. Lui, il se trouve que vraiment, il était incapable de travailler, d'avoir un emploi, on va dire, normal. Hmm. Euh, et il a eu la chance d'avoir une femme qui lui a dit, écoute, c'est pas la peine de déprimer, moi je travaille, tu vas finir par réussir, par percer, etc. Ce qu'il a réussi à faire, parce qu'il a une œuvre assez conséquente chez POL. Et Charles Julier, il a écrit essentiellement sur toute La vie d'avant, oui, sa vie d'avant. Bon, c'est quelqu'un qui a connu des dépressions, qui a eu oui, des malheurs dans sa vie, etc. Il a parlé beaucoup de ça, en fait. Mais des gens comme Annie Ernaux ont fait ça aussi, hein. ouais. Notre prix Nobel récente, enfin, les thèmes de ses romans, c'est sa vie familiale, c'est son expérience de l'avortement, oui, c'est des choses, c'est sa situation de femme plus généralement dans une société patriarcale, etc. On voit bien que Alors, c'est- ouais. elle puise dans son expérience familiale et plutôt du côté d'enfance, adolescence ou jeune, Ancien, ouais. oui, ancienne, ouais, des expériences anciennes. On parlait tout à l'heure de Michel Onfray. Alors, avec toute l'admiration que j'ai eue pour lui et j'ai pour lui, mais je trouve, par exemple, quand dans la vie de cet auteur, que toute la période où il avait sa double vie d'enseignant, de philo dans le lycée technique d'écrivain, philosophe, enfin, était particulièrement intéressant, et particulièrement prolixe, particulièrement... Et à partir du moment, enfin, c'est my take, comme on dirait aux États-Unis, mais à partir du moment où il s'est mis à devenir un écrivain qui vivait de sa plume, j'ai l'impression, et encore une fois avec beaucoup de respect, mais j'ai l'impression comme si la qualité en avait pris un coup. À partir du moment où tu dois vivre, tu dois produire, parce que bon, c'est ton gagne-pain, à ce moment-là, alors je sais pas si c'est la pression des éditeurs qui publieraient des notes de blanchisserie ou mais je sais pas. Donc finalement, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une vertu dans cette double vie Bien sûr. qui, qui oblige à innover, à inventer, Ben, en fait, c'est avoir un autre métier permet d'être libre en matière d'écriture parce que il y a quelque chose qui se cale par rapport au public. Si vous vous dites, si j'écris quelque chose d'un peu trop compliqué, ouais, un peu trop bizarre, je vais perdre des lecteurs. Euh, Si vous ne vivez que de ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est pas un calcul intéressé, mais ça se cale comme ça. Au moment où vous écrivez,
Si vous êtes vraiment obligé, par exemple comme des écrivains au XIXe siècle, qui ont dû écrire en permanence dans les journaux, sous forme de feuilleton, ou même être quasi journaliste sur des faits divers, etc. Bon, comme on dit, ils pissaient la copie. C'est-à-dire, ils étaient obligés. On sait que Balzac, il avait des dettes, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Il a beaucoup écrit aussi parce que, avec un certain brio, évidemment, mais quand même, on sait qu'il y a des choses un peu bâclées chez Balzac parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps, il fallait que ça avance, il fallait rembourser. Donc, si vous êtes sous pression de dettes, de difficultés de vie, etc., vous n'êtes pas tranquille. À côté de ça, le modèle de je suis enseignant, par exemple, enseignant d'anglais pour Mallarmé, bah, vous pouvez écrire comme Mallarmé, c'est-à-dire, quand même, la plupart des choses chez Mallarmé sont complètement hermétiques. C'est très C'est beau, vrai. mais vous n'allez pas faire un best-seller avec ça. Donc, Prof d'anglais, Janson de Sailly, non? alors ça, je sais Dans plus. un, dans Je un ne sais- lycée du 16e. Je crois qu'il était avec Daniel Alévi Ah, ben, vous en savez plus que moi. Non, mais oui, mais un jour, ça m'a fasciné parce qu'étant enseignant moi-même et étant parfois été victime de chahutage, je m'imaginais Mallarmé être chahuté, l'auteur du Tombeau d'Edgar Poe avec des élèves qui facétieux. Ça me... Non, mais c'est extrêmement, ouais, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, cette figure de l'écrivain, euh, est-ce qu'elle a encore des beaux jours devant elle? Il y a pas de raison finalement de désespérer. C'est aussi quelque part ce que moi je retiens du livre, c'est que par rapport à mon attitude assez pessimiste, euh, je ressortais plus optimiste en me disant, mais finalement, peut-être que voilà, l'écrivain a des beaux jours devant lui. Ah, en fait, c'est à la fois difficile d'être écrivain quand on a, comment dire, des exigences littéraires, on va dire, hors normes, dans le sens où personne n'attend un livre comme ça, comme vous voulez l'écrire, avec une écriture qui n'est pas commune. On peut penser à tout le nouveau roman. Alain Robbe-Grillet disait, au fond, on a formé une école, mais en fait, on était tous les refusés. C'est un peu comme le salon des refusés chez les peintres au XIXe siècle. C'est des gens qui avaient été refusés par Gallimard, par Le Seuil, par Grasset, etc., qui se retrouvaient tous chez Minuit. Et qui avaient quoi comme caractéristique? Que ce soit Nathalie Sarraute, Claude Simon, Rob Grillet, etc., c'était le fait de proposer des formes d'écriture qui étaient quand même, où la narration était un peu cassée, où il y avait des difficultés à s'identifier à des personnages, il y avait même plus de prénoms de personnages dans certains cas. La chronologie n'était pas forcément respectée comme dans un roman classique. On peut penser à Faulkner aussi. Faulkner, c'est incompréhensible. On rentre dans le bruit et la fureur. C'est à la fois formidable et on se dit, mais dans quoi je suis tombé, quoi. C'est formidable. Mais faire ça, c'est c'est évidemment prendre le risque de ne pas avoir, en tout cas tout de suite, des admirateurs, mais plutôt des gens. D'ailleurs, je crois que c'est Pierre, je crois, qui, lisant pour la première fois un texte de Faulkner, avait écrit à Gallimard, donc traduit évidemment, avait écrit à Gallimard en disant mais enfin, vous publiez des gens qui ne savent pas écrire. Quelque chose comme ça. Mais il Je ne connaissais avait, pas cette anecdote. il avait 16 ou 17 ans. Il l'a reconnu. Il dit évidemment, il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'était une œuvre majeure, etc. Il considère évidemment que Faulkner, ça fait partie des grandes œuvres mondiales de la littérature. Mais pendant un temps, ce qu'on voit, quand on n'a pas une lecture après succès. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Faulkner, on dit, ah oui, quand même, Faulkner. Non. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Faulkner sans avoir lu une ligne de Non. Faulkner. Mais
quand on imagine quelqu'un qui est Faulkner avant Faulkner, j'allais dire, c'est-à-dire vous arrivez, vous êtes un anonyme, vous vous appelez Faulkner, personne ne vous connaît, vous proposez un texte et tout le monde dit, bon, c'est illisible. C'est illisible. Qu'est-ce que c'est que ce fatras de phrases, de choses très, très compliquées, etc. Et en fait, voilà, c'est ça la difficulté des écrivains qui ont une grande envie de bousculer en fait les formes littéraires et de faire avancer la littérature. Je pense il y a quand même des formes de progrès en littérature, des formes d'étonnement, de travail sur la forme qui n'est pas commun et qui dit des choses qui ne pouvaient pas se dire jusque-là. Donc ça, les plus grands auteurs ont réussi à faire ça, mais c'est au prix d'une difficulté. Donc Faulkner a fait plein de métiers. Les plus solides, ça a été scénariste à Hollywood, parce qu'il a Ouais. quand même écrit pour le C'est cinéma. vrai, je me souvenais plus des scénaristes à Hollywood, Faulkner, c'est vrai. Mais, mais comme il était alcoolique et qu'il brûlait beaucoup son argent dans l'alcool, c'était difficile, quoi. Mais en tout cas, voilà, voilà typiquement des auteurs, que ce soit Kafka, que ce soit Joyce, que ce soit Faulkner, qui Et, nécessitaient d'autres métiers, parce qu'ils ne pouvaient pas et écrire. Bernard, aujourd'hui, et ça rejoint un peu mes questions, firing question, là, un écrivain contemporain qui, pour vous, euh, pourrait mériter le titre de grand écrivain ou d'écrivain qui doit être lu et qui se trouverait dans cette situation un peu instable d'incompris ou avant-garde. Ah, moi, je ne suis pas bien placé pour dire ça, pour Oui, répondre moi à non cette plus, mais question. Parce qu'il faudrait lire beaucoup d'auteurs, que tant que je travaillais sur le monde littéraire, sur la création littéraire, les conditions de création, etc., je lisais beaucoup plus de littérature. À l'heure actuelle, je me suis éloigné par obligation de lire oui, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la littérature. Donc, je sais, ce que je peux répondre, c'est que je sais que ça existe, c'est oui, évident, mais que ça existe sans doute pas là où tout le monde regarde, c'est-à-dire j'adore. Ouais, chez les grands j'adore. éditeurs, etc. C'est pas là que ça se joue, c'est évident. Et que du coup, il faut chercher chez des éditeurs un peu plus marginaux, Mhm. euh, des, des nouveaux petits éditeurs qui prennent des risques, qui de toute façon n'ont pas les auteurs qui vendent. Donc eux, ils font le Bien pari intéressant. de prendre des auteurs qui vont progressivement être reconnus. Par exemple, quand Minuit a accepté, enfin a traduit, euh, non pas a traduit, a publié Sarraute, Claude Simon, etc., ou Samuel Beckett, c'est c'est des auteurs qui n'avaient pas Bravo. de grand public, etc. Une partie d'entre eux ont eu des prix Nobel, des prix Goncourt, etc. Donc l'éditeur est monté avec. Il est monté avec leurs auteurs. Et c'est chez ces petits éditeurs-là qu'à mon avis, les choses sont en train de se passer aujourd'hui. Mais là, il faut être vraiment investi dans la lecture permanente, parce que c'est pas parce que vous êtes chez un petit éditeur que vous faites une œuvre majeure. Là aussi, hein, c'est très compliqué. Ça ne suffit pas, on va dire. Oui, Mais et puis, pardon, c'est compliqué aussi parce il y a un tel flot d'informations qui déferle sur nous que on sait plus où chercher. Les journaux classiques, enfin le Monde des livres, Figaro littéraire, Libération, enfin, c'est compliqué. On se retrouve face à. ouais, Enfin, d'où l'idée de ce podcast en me disant il y a des gens qui vont découvrir comme ça des petits trésors et qui vont aller lire la condition littéraire, la théorie de la création littéraire chez Kafka. Mais, mais où chercher, où trouver?
Bah, en fait, moi, je pense que là aussi, hein, c'est pas dans les grands journaux nationaux, pas dans les grands hebdomadaires. C'est plutôt dans les petites revues littéraires Mhm. qu'il faut trouver ça. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, évidemment que c'est pas dans le monde des livres, hein, c'est pas leur faire offense que Oui, non, bien de sûr. faire ça, mais eux, ils vont vers des choses qui sont déjà installées, où les gens ont déjà été un peu reconnus et ils les voient arriver alors qu'ils sont déjà au sixième, septième roman, et que là, en fait, ça commence à prendre parce que le public s'est constitué petit à petit et qu'il y a le rôle des critiques littéraires, des jurys, de plein de petits prix littéraires. La France est un pays où il y a Ouais, plus de prix littéraires que de fromage, quasiment, donc c'est dire. Et non, non, il y a beaucoup c'est un pays quand même qui reste avec beaucoup d'intérêt pour la littérature, et que du coup, euh, il y a des gens qui sont découverts petit à petit par des critiques littéraires qui ne sont pas dans les grands journaux, ou des gens qui organisent des prix qui peuvent être prestigieux, mais qui ne sont pas les plus grands prestigieux, qui généralement vont quand même chercher des auteurs qui vendent beaucoup. On se ouais, demande même si le Goncourt va chercher des auteurs pour faire parler du Goncourt parce qu'ils sont déjà connus, ou s'ils ajoutent quelque chose à ces auteurs-là. Quand on donne à Houellebecq, Michel Houellebecq, un Goncourt, alors qu'il vend déjà à au moins 100 000 exemplaires, sinon 200 000 ou 300 000, c'est pas, il y a une prise de risque qui est égale à zéro, quoi. Donc, il faut aller chercher du côté des formes de reconnaissance qui sont en germe un peu partout. Et c'est comme certains auteurs de bande dessinée qui sont dans ce qu'on appelle les fanzines, mhm, mhm, c'est vrai. des choses de lycéens, d'amateurs, etc., et qui émergent à un moment donné. Mhm. Voilà, c'est un peu la loi du genre, on va dire. Absolument. Et donc sur cette question, donc pas vraiment de réponse sur un écrivain, mais Non. un livre que vous offrez souvent, Bernard, c'est quoi? Le livre que vous avez le plus offert à des amis ou... Eh ben, j'offre très peu de livres. Ah, Non, non, mais je me rends compte. Non, j'offre très peu de livres parce que la plupart du temps, je trouve qu'un livre, c'est très, comment dire, c'est tellement personnel, quoi, que je trouve que les gens sont souvent inconscients quand quand ils donnent un livre. Il y a quand même de fortes chances que la personne à qui ils le donnent n'aime pas du tout ce qu'ils ont aimé. Mais exactement. Ou qui se l'intention sentent, est bonne. oui, ou qui se sentent forcés enfin, mis dans une situation. Oui, Mon père est le spécialiste, donc depuis la France, et je le remercie, mais il m'envoie des livres en me disant ça va te plaire. Mais il plaque, enfin, il impose, en tant que patriarche, il impose sa vision en disant voilà, ça, en gros, tu dois lire ça, ça doit te plaire, ça va te plaire. Tu avais dit que ça te plaisait quand tu avais 16 ans, il faut que tu le lises. il Donc, m'est arrivé d'offrir des livres, par exemple, à mon fils, qui a 25 ans, mais parce que je connais très très bien ses intérêts, notamment il adore tout ce qui est, on va dire, sagesse confucianiste ou taoïste, etc. Et donc je suis allé chercher des choses pour, vraiment parce que je savais qu'il aimait ça. Mais oui, non, c'est très rare que j'offre des livres en fait aux personnes. non, non, mais j'avais jamais entendu cette réponse parce que peut-être que les gens essayent de répondre à la question, enfin répondre à la question sans vraiment répondre à la question, et que finalement ils offrent pas de livres, qu'ils veulent donner un livre pour donner un livre. Mais non, j'aime beaucoup cette idée, quelque part, de pas prendre le risque d'imposer à quelqu'un et en même temps de pas prendre le risque qu'un livre soit bazardé ou atterrisse Oui, sur, atterrisse oui, sur une étagère. il y a un exemple qui me vient à l'esprit où j'ai pris un risque
et mal m'en a pris. On l'a pris? C'est, j'ai fait longtemps mes études universitaires, y compris de doctorat, alors que j'étais encore chez ma mère. D'accord. Parce que j'avais pas, j'avais juste une bourse, mais j'avais pas beaucoup de moyens. Et donc, c'était une manière de bien faire ma thèse, etc. Hmm. Et à l'époque, évidemment, j'étais déjà bien avancé en sociologie et je connaissais l'œuvre un peu d'Annie Ernaux, qui en plus est une autrice dont beaucoup de sociologues s'emparent à cause de son parcours de transfuge de classe, etc. Et en fait, je me suis dit, tiens, bah, je vais l'offrir à ma mère pour qu'elle comprenne peut-être des Oui, choses qu'on vit quand on est transfuge, quand on vient d'un milieu populaire, etc. Et je ne sais plus lequel, si c'est les armoires vides ou la place, mais elle a lu ça, et en fait, Annie Ernaux, j'avais pas calculé ça. Annie Ernaux parle aussi de la honte qu'elle a eue pour ses parents. hmm. Elle parle beaucoup de ça, ce que je n'ai jamais ressenti. Oui, Parce que je pense qu'on c'est pas parce qu'on est transfuge de classe qu'on a tous la même oui, expérience. Et moi, j'ai souvent séparé mon milieu familial du reste, du milieu universitaire. Donc j'ai joué l'étanchéité, on va dire, des milieux. Je me suis scindé en deux. oui. J'avais de la famille d'un côté et j'avais de la famille de l'autre, voilà, et tout allait bien. Mais du coup, je n'ai jamais eu de rapport honteux à ma famille, à leur manière, etc. Et quand j'ai donné ça à lire à ma mère, elle m'a dit, mais enfin, j'ai compris que ça avait été violent comme lecture pour elle, parce qu'elle Hmm, m'a dit, mais tu as eu honte de moi un jour? hmm, Et là, hmm, ça s'effondrait quoi, en me disant, ah oui, oui, j'ai pas hmm. pensé qu'elle pouvait penser que tout ce que tout ce dont elle parle, cette honte, et aussi la honte d'avoir honte, parce qu'il y a aussi ça, Ouais. tout ça pouvait lui paraître quand même très, très étrange, et elle avait l'impression que je lui faisais passer un message, quoi, que je Mais n'osais pas oui. lui dire. Et donc, il a fallu que je rattrape tout ça en lui disant, mais non, pas du tout, maman. Ouais. Je n'ai Tu me jamais, connais. Oui. jamais eu honte de ma famille. Mais voilà, donc je pense que les livres, c'est quand même très, très délicat. Voilà. Mhm. C'est C'est... vrai, non, mais moi, ça m'invite à la prudence maintenant. Je veux bien réfléchir. Bon, après, quand Ouais. c'est des livres professionnels, c'est autre chose. Si Oui, quelqu'un adore, ou pour des raisons de plaisir personnel, aime l'ornithologie, vous offrez un magnifique livre sur les oiseaux, tout va bien. Prenez pas un risque non, non, considérable. le risque est limité. Oui. Et, et en termes de croyance, est-ce que vous avez une croyance, et je reprends le- l'énoncé exact, une croyance que vous avez, qui a modifié votre vie dans ces dernières années? Ça peut être bon, spirituel ou autre chose. Et j'ai bien dit croyance. Oui, 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 oui. Alors, si on parle de croyances religieuses, j'ai cessé tout rapport Oui. avec Dieu Avec l'au-delà. depuis, oh, je peux le dater quasiment, j'avais 17, 18 ans. Mhm. Et, et- et c'est très étrange parce que, bon, évidemment, de famille plutôt catholique, ma mère pas très pratiquante, mais quand même, Oui. elle était d'origine espagnole. Il y avait un catholicisme qui était, on va dire, inclus dans les pratiques familiales, bon, etc. Mais elle n'allait pas à l'église, par exemple, hein. C'était pas quelqu'un. Elle pouvait prier, mais elle n'allait pas à l'église. Elle m'a mis au catéchisme quelques années. Après, elle a été brouillée avec le prêtre, donc j'ai pas fait ma première communion. Voilà, bon, tout ça est très compliqué. Euh, mais j'ai eu quand même quelques années de formation Mhm. en catéchisme. Et j'étais un jeune adolescent plutôt idéaliste. Et pour moi, évidemment, Dieu, quelque chose comme Dieu existait et tout ça. Et puis, et mes lectures de textes littéraires d'abord. Euh, alors, Rousseau, par exemple, Voltaire et son cynisme incroyable. Mhm. Euh,
Et puis la découverte, alors, grâce à un prof de français de lycée qui a été très important pour moi et et qui m'a plutôt incité à lire Marx. Alors c'était un communiste qui était en train de quitter le Parti communiste et qui disait, grosso modo, si vous voulez comprendre les choses, bon, vous approchez pas trop du communisme, mais lisez Marx. Ouais. Voilà. Et donc j'ai commencé à lire des extraits de Marx, l'extrait notamment l'introduction à la critique de la contribution, d'une contribution à, non, l'introduction à la contribution à la critique de l'économie politique. Voilà. Toujours des titres un peu à rallonge chez Oui. Marx. Où Marx dit cette phrase qui m'a, mais alors, soufflé. Il Mm. dit, enfin, qui est très très célèbre, hein, il dit, ce n'est pas la conscience qui détermine nos conditions d'existence ou notre existence, mais notre existence qui détermine notre conscience. Bon. Tous les commentateurs de Marx disent Ouais. qu'il a voulu mettre Hegel sur ses pieds, comme Marx disait lui-même, c'est-à-dire que c'était l'idée qui faisait avancer le monde, et Marx disait pas du tout, Ouais. c'est les rapports très concrets entre les hommes qui les amènent à développer ces idées, mais ces idées sont en lien avec leurs conditions d'existence. Et en lisant ça, mais c'est comme si le monde avait été complètement bouleversé, quoi. Vraiment, et c'est à partir de ce moment-là, c'était 17-18 ans, que je suis passé d'un adolescent idéaliste pour qui l'idée, la conscience, une vision très finaliste, finalement. Il y a quand même, on est là sur Terre pas pour rien, on Ouais. doit avoir une mission, on ne la connaît pas, mais on doit l'avoir. Je suis passé de cette vision très, très voilà, Pas religieuse, téléologique. à une vision matérialiste qui m'enthousiasmait considérablement. Et après, mon entrée en sociologie a confirmé tout ça. Et alors, depuis, une croyance, je n'ai comme croyance, j'ai un dossier, par exemple, pour mon dernier livre qui est intitulé Foi scientifique. Voilà, Mm. foi scientifique. Pour moi, ma seule croyance, c'est vraiment la science. Et c'est cette croyance ou cette foi en la science, c'est quelque chose de très, enfin, vraiment de central et qui s'est développé en permanence. Alors enfin, au cours de ma carrière en fait de Mm. sociologue. Ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se dire comment ça, les scientifiques ne doivent pas croire. Mm. Bah, si, on doit croire en la science. Et c'est une croyance forte. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une croyance très très forte et une très haute. Bon, parce que mon investissement dans la science est très très fort et que oui, je crois que la science est importante et je crois qu'elle Mm. est importante pour la démocratie, pour Oui. pour la prise de conscience de mes concitoyens. À chaque fois que j'écris un livre, je me dis, même s'ils sont 10 à le lire, ils vont peut-être comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas compris jusque-là. Pour moi, c'est une mission extrêmement forte et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la croyance forte Ouais. dans le savoir scientifique. Voilà. Ouais, presque comme un missionnaire Ah oui, oui, oui. Mais qui se dirige. je l'ai dit lors d'un discours de remise de médaille d'argent du CNRS. J'ai dit que je vivais mon métier de sociologue comme une heureuse mission. Mm. Voilà. Donc, C'est ça. moi, je suis sur je suis une sorte de missionnaire, ouais. Mais est-ce que d'un côté, la science, c'est pas, enfin, en perçant le mystère de la vie et de l'existence, euh, n'entretient pas elle aussi quelque part l'idée que, il y a quelque chose au-delà de la matière? Est-ce que vous avez éludé complètement une hypothèse Non, mais la puissance, surnaturelle? oui. Non, parce que la puissance de la science, c'est par exemple
d'arriver à comprendre pourquoi, par exemple, il y a des religions. Pourquoi les sociétés ont inventé la notion de Dieu? Pourquoi ces dieux n'ont cessé de varier au cours de l'histoire en fonction notamment des formes de pouvoir qui s'organisaient dans ces sociétés? C'est passionnant, l'anthropologie religieuse, l'histoire des religions, ou la sociologie religieuse. Par exemple, un des grands fondateurs de la sociologie mondiale, c'est Émile Durkheim, et un de ses plus grands livres, c'est Les formes élémentaires de la vie religieuse. C'est un de ses objets de départ où il considérait que l'expérience religieuse était vraiment centrale dans l'histoire de l'humanité. Mais il montre bien, comment dire, on arrive à comprendre pourquoi, d'une certaine façon, oui, Dieu existe, dans le sens où on a inventé, on a eu besoin, et toutes les sociétés, indépendamment d'ailleurs les unes des autres, et c'est ça qui est incroyable. On pourrait dire, bon, il y a des gens qui peuvent inventer un mensonge et puis ils se mettent à y croire tous collectivement. Bon. Mais quand c'est plusieurs sociétés indépendantes les unes des autres qui font le Ouais. même type d'invention, là, c'est passionnant. Et là, on se dit, bah oui, il faut trouver les causes qui produisent cet effet-là. Et on comprend qu'on a eu besoin de créer ces sortes de fictions collectives que sont les dieux, les divinités, les esprits, parce qu'au départ, ce n'étaient pas des dieux. Il a fallu Ouais. attendre longtemps dans l'histoire de l'humanité avant que quelque chose comme un dieu, nos dieux monothéistes, enfin dans des religions monothéistes, nos dieux sont vraiment une toute petite partie de l'expérience, on va dire, religieuse ou du sacré dans l'histoire de l'humanité. Avant ça, dans beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs, dites primitives pendant très longtemps par les anthropologues, ces sociétés sans État, sans écriture, sans richesse, etc., avaient quand même des rituels magiques, invoquer l'esprit des ancêtres, c'était les ancêtres. Et progressivement, on est passé à des divinités qui sont devenues abstraites, et puis après, des divinités sont devenues des dieux uniques dans les grandes religions que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, comment éviter que la science ne devienne elle aussi, enfin, un objet de foi, ça c'est positif, mais qu'on la protège de dérives euh, qui, qui réinvestiraient toute cette bon, soif millénaire de croyances un peu aveugles et parfois destructrices. Est-ce qu'il y a des manières de se protéger si on, Et moi, je pense que quand la science fonctionne bien, ce qui est quand même le cas dans généralement, oui. beaucoup de domaines, alors je dirais pas que les sciences sociales sont les meilleurs domaines, hein. Je pense que c'est un domaine qui fonctionne pas encore assez bien, selon moi, mais quand on voit ce que sont capables de faire des physiciens, des chimistes, des biologistes, etc., en posant des questions qui étaient pendant très longtemps des questions jugées métaphysiques, philosophiques ou religieuses. C'est quoi l'origine de l'univers? C'est quoi la création de l'univers? Comment, enfin, oui, même Darwin, il répond à des questions qui étaient des questions mythiques, religieuses, enfin mythologiques, religieuses, de d'où vient l'homme? Mhm. Bon, c'est quand même d'énormes questions. Et il le traite d'un point de vue de la science, c'est-à-dire d'un point de vue complètement matérialiste. Et aujourd'hui, sauf si on est arc-bouté sur des vieilles idées créationnistes, évidemment, on sait que les espèces ont évolué, que l'homme est un animal parmi les hommes et qu'il a juste des choses différentes d'autres espèces, mais de même que les chimpanzés sont différents des bonobos, qui sont pourtant très Mhm. très proches, ou qui sont différents des autres mammifères. Bon, ça, moi, je trouve ça assez fascinant. Et à l'intérieur de la science, quand ça fonctionne bien, j'allais dire que, enfin, comment dire, on a affaire qu'à des concurrents. On n'a que des adversaires. C'est-à-dire Mhm. Mhm. le champ scientifique est un champ de lutte.
Des gens luttent Ouais. pour la vérité. Donc, si on juge que ce que vous dites, c'est vraiment des bêtises, rapidement, on va vous le dire. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des gens qui attaquent. Alors, il y a des gens qui ont attaqué aussi Darwin, bien sûr. Il y avait des gens qui croyaient que l'homme avait été créé il y a 6 000 ans, que même la Terre, enfin, ils avaient des visions très bibliques de ce point de vue-là. Il a été attaqué par des conservateurs, mais aussi par des collègues qui n'étaient pas d'accord sur tout et qui, sur certains points, avaient raison sur Darwin. Bon. Donc, le fait que nous soyons en permanence en lutte pour définir quelque chose comme la vérité fait que c'est très difficile de rester très De dérive. longtemps dogmatique, dans une croyance qui est infondée, etc. Si c'est pas vous qui vous en occupez pour rectifier ce que vous dites, c'est vos collègues qui vont vous rectifier Quelqu'un d'autre s'en occupera. au sens, Ouais, ouais, ouais. au sens C'est du vrai terme. qu'on sent une profonde humilité dans votre travail et dans vos propos, et en même temps, l'accueil bon, ben, Socrate, on en revient toujours à lui, mais Oui, de la dialectique et de l'acceptation de cet échange, oui. de ce dialogue, en fait. À partir du moment où la science dialogue, bien qu'on ait foi en elle, on peut contourner l'écueil du dogmatisme, et derrière le dogmatisme, bon, il y a toujours deux, trois morts au tournant. C'est ça qui est. Mais en fait, c'est ça qui a été inventé dans l'univers scientifique et c'est pour ça que c'est un modèle aussi d'humilité, de démocratie et aussi un modèle de solidarité collective. Alors je m'explique, c'est que vous arrivez, comme savant, vous êtes obligé de tenir compte du passé. Donc vous ne pouvez pas tout jeter. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire, moi j'arrive, je vais tout casser, sans avoir rien lu, sans avoir rien appris, etc. Et plus ça avance, plus c'est difficile. Parce que vous imaginez, la science, dans certains domaines, être physicien aujourd'hui, c'est avec des milliers et des milliers de physiciens sur cette planète qui ne cessent d'avancer des choses, de faire des travaux, qui montrent des choses nouvelles, qui contestent certaines choses. Donc il faut un investissement de plus en plus important. Et en même temps, c'est-à-dire il faut être très respectueux de la tradition. C'est l'histoire de Darwin avec l'idée sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire que Ouais. le géant, c'est en fait la suite des générations qui ont travaillé, qui ont accumulé du savoir. Donc il faut que je connaisse bien ce savoir et en même temps que je jette une partie de ce savoir. C'est ça la règle du jeu. C'est-à-dire qu'à la fois, je dois être très respectueux du passé de mon domaine de savoir, et en même temps, je sais que pour avancer, il va falloir que je jette des choses. Mhm. Et Bachelard disait, par exemple, la science est le seul univers où on peut brûler ce qu'on admire. Je trouve ça admirable, pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, j'ai beaucoup critiqué Pierre Bourdieu, mais parce que je l'admire beaucoup. Euh, Ouais. et en fait, le jeu scientifique fait que ceux avec qui on débat en permanence et à qui on donne des coups, en fait, c'est paradoxalement ceux qu'on aime le plus. Sorte de Donc, poétique du feu. oui, 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 il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'expérience scientifique. C'est à la fois, pour être un bon révolutionnaire scientifique, il faut être un grand conservateur d'une certaine façon. Il faut avoir intégré beaucoup de choses, respecter beaucoup le passé de sa discipline pour, de- avec beaucoup d'humilité, comprendre ce que le savoir a jusque-là permis de dire. Mhm. Des phénomènes physiques, biologiques, chimiques, etc., ou sociaux pour un sociologue. Et quand on en est là, et donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, Ah ouais, ouais. et, bon, et enfin, oui, ça demande des investissements encore plus grands dans des disciplines comme les sciences sociales qui Ouais, sont, ils sont énormes. qui sont fondées sur beaucoup de travaux empiriques avec des cas tellement variés, tellement complexes, etc., que
que c'est très difficile de dégager des choses et que ça ne s'est pas organisé avec une forme de cumulativité scientifique comme dans d'autres domaines. Mais par exemple, Einstein, il a fallu quand même s'il a fait une révolution alors qu'il avait à peine 27 ans, ce qui est impossible en sociologie, en sciences sociales, c'est strictement impossible. Mais en physique, la physique était suffisamment avancée pour que, prenant rapidement à bras-le-corps tous les problèmes de la physique tels qu'ils se présentaient à lui à son époque, euh, ben, il a trouvé une solution meilleure que celle de Newton. Donc pendant 200 ans, les gens ont vécu sans sur un qu'il y ait modèle. rien qui bouge. Et puis progressivement, les choses ont bougé et on arrive à des révolutions. Donc c'est, c'est l'expérience de la révolution, en fait, permanente, la science. Mhm. Alors, il n'y a pas que des révolutionnaires en science, il y a des conservateurs, et on en a besoin d'une certaine façon. Il y a des gens qui, sur la base du savoir tel qu'on le connaît à un moment donné, continuent à prospecter le monde sur des aspects qu'on n'avait pas étudiés, etc. Et donc, ils continuent à produire de l'information scientifique sur le monde. De temps en temps, là où ça devient intéressant, c'est quand il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine, quoi. Et Ouais. là, ça marche un peu moins bien. Là, qu'est-ce qui se passe? L'équation n'est pas suffisamment correcte, précise. Bon, donc il y a quelque chose qu'il faut rajouter, qu'il faut enlever, qu'il faut. Bon. Et c'est là que commence la possibilité d'une révolution. Mhm. Et Bernard, j'avais, bon, j'ai plein d'autres questions, mais bon, ça c'est parmi les dernières. Mais euh, est-ce que dans la récolte des datas, vous utilisez le mot magique, l'intelligence artificielle? Est-ce que vous essayez de vous doter d'outils qui permettent justement, face à cette pléthore d'informations, de communautés, enfin, que vous devez récupérer, vous permettre d'avoir, de gagner du temps quelque part? Malheureusement, non. Alors, j'aimerais beaucoup, mais Oui, la seule chose qui m'a fait gagner du temps, et alors là, je peux vous dire que oui, ça m'a fait beaucoup gagner du temps, c'est que moi, je fais partie d'une génération, j'ai tapé sur une machine à écrire mon mémoire de Master 2, ce qu'on appelle aujourd'hui Master 2, et à l'époque, ça s'appelait oui, un DEA, diplôme oui. d'études approfondies. Donc, j'ai tapé 200 pages sur une machine à écrire. Euh, J'ai même eu toute ma thèse qui faisait 1000 pages quand même, je l'ai écrite manuscrit. C'était un manuscrit. Et l'ordinateur arrivé à l'université, c'était 1989. Bon, c'est tout début d'Internet, etc. Et je découvre l'ordinateur, qui est très bizarre pour moi. Mais du coup, il y a, je tape comme sur une machine à écrire, sur un ordinateur. Donc, je suis d'une très vieille génération pour beaucoup de gens aujourd'hui. Mais alors, le fait d'avoir des fichiers sur lesquels on peut revenir en permanence, le fait, surtout après Internet et les bouquets de revues qui sont apparus, euh, a fait qu'on a beaucoup moins perdu de temps dans les bibliothèques. Il fallait voir à chaque fois que j'allais chercher un article dans une revue, euh, dans la bibliothèque universitaire, je faisais la demande, la personne allait chercher. Bon, on le retrouve pas pour le moment parce que c'est pas toujours bien rangé, etc. Ça mettait des heures et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez des bouquets de revues. En 2 secondes, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, etc. Ouais, Donc, il y a un accès rapide. Il n'y a plus de problème d'argent. On peut même télécharger des livres. On peut. Bon, ça m'a fait beaucoup gagner de temps. Et donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été un accélérateur, vraiment pour l'activité scientifique. Et puis, moi, j'ai appris à lire de plus en plus dans des domaines très, très différents et à savoir que, oui, il y a des gens qui, dans toutes les disciplines, de toute façon, font des articles de synthèse
On appelle ça des méta-analyses ou des notes de synthèse, des choses comme ça, et qu'on peut très rapidement quand même. Alors il faut s'accrocher parce qu'à chaque fois on rentre dans des univers qu'on connaît mal et tout ça, mais on peut accéder à beaucoup d'informations qui sont éparpillées, qui sont pas. Bon, on est dans un univers de spécialistes, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, un sociologue de l'éducation ne lit pas un sociologue du politique ou de l'immigration ou je ne sais quoi, sauf s'il travaille sur les enfants d'immigrés à l'école. Donc, et alors, quand ils lisent un peu d'histoire ou quand ils lisent de l'anthropologie, ou évidemment la préhistoire, ils n'en lisent pas, ils ne lisent pas de linguistes, ils ne lisent pas. Et ça me paraît être un gros problème. Le livre que je vais faire paraître en août prochain, il repose sur une lecture alors, intense pendant de très nombreuses années de la préhistoire, la paléoanthropologie, l'anthropologie, la biologie évolutive, l'éthologie aussi, le comportement, l'étude du Wow, ouais. comportement animal, et sociologie, histoire, anthropologie. Et voilà, parce que je pense que au fond, alors c'est tout le but de l'ouvrage, montrer qu'on ne peut pas comprendre les sociétés humaines si on ne les compare pas en fait avec d'autres types de sociétés, et qu'on n'a pas le choix, on est obligé de réinscrire ça dans une longue histoire des sociétés animales, humaines ou non humaines. Mais ça n'avait jamais Extrêmement été fait intéressant. parce que Ouais. évidemment, personne ne, n'a l'idée de faire ça parce que c'est un travail de fou. Ah oui, c'est un peu monter l'Everest. Voilà. Mais C'est, j'ai pris l'habitude de monter sur l'Everest. En fait. Voilà, j'ai commencé avec d'autres travaux, mon travail sur Nicolas Poussin, et ma celui-là, fille. vous en avez parlé, mais j'ai très envie de le lire parce que j'adore Poussin et j'ai honte. J'ai honte de pas l'avoir repéré avant. Je vais aller le lire. Ça Je vais aller me le s'appelle commander. Ceci n'est pas qu'un tableau. Voilà. Ceci n'est pas qu'un tableau. Et c'est surtout, bon, c'est autour de l'histoire d'un tableau, mais pour comprendre l'histoire de ce tableau, je fais une histoire du sacré, des rapports entre le sacré, la domination, la magie sociale, etc. Donc j'essaye d'aller puiser dans des histoires des religions, dans l'anthropologie du magico-religieux, dans des domaines qui ne sont pas des domaines immédiatement de sociologue. Le Donc sociologue. j'ai pris l'habitude d'aller chercher très loin de mes bases disciplinaires, on va dire. Et quand j'ai travaillé sur les rêves, de la même façon, j'ai lu évidemment beaucoup de psychanalyse, beaucoup de psychologie cognitive, des linguistes qui avaient travaillé sur les récits de rêves, des neuroscientifiques, etc. Et je pense à chaque fois que si j'arrive à dire des choses un peu intéressantes en sociologie, c'est parce que j'ai lu des choses qui n'étaient pas sociologiques au départ. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Et est-ce que ça a un rapport, enfin, ce dernier ouvrage et le constat un petit peu, la nécessité de monter l'Everest, d'aller chercher paléontologie, etc. Est-ce que c'est cette allusion que vous faisiez, c'est un rapport avec l'allusion que vous faisiez tout à l'heure en disant que les sciences sociales, selon vous, peut-être parfois manquaient, alors je sais plus, c'est pas de rigueur, mais euh, oui, vous avez dit d'ambition, moi je dirais d'ambition, d'ambition, parfois de rigueur, mais surtout d'ambition, parce que d'ambition. beaucoup de sociologues font un travail honnête, rigoureux, etc. Mais par contre, très peu de sociologues pensent qu'on peut dégager des grandes lois de fonctionnement des sociétés, que l'idée de progrès dans les sciences sociales a disparu des têtes, c'était dans les têtes des fondateurs, Oui, de quelques fondateurs, dont Durkheim par exemple, Durkheim. ou Marx, ça très clairement. Chez Weber, c'était plus compliqué. Il ne pensait pas que véritablement on pouvait, on pouvait enfin, que les sciences sociales pourraient être des sciences comme les autres, d'une certaine façon. Il pensait elles étaient vouées à rester éternellement jeunes, comme il disait. Donc il y a l'idée de on recommence toujours plus ou moins à zéro. Et moi, je ne crois pas Mhm. du tout à ça. Je crois qu'on ça fait 150 ans que les sciences sociales existent et qu'il faut se réveiller et qu'il faut
repartir sur des bases qui sont très générales pour comprendre ce que sont les sociétés humaines. Mais pour avoir cet esprit-là, il faut comparer les sociétés humaines à quelque chose. C'est la comparaison qui nous permet de comprendre des choses. Et notre gros problème, comme chercheur en sciences sociales, c'est qu'on a pris on a fait que, enfin, on voit les choses de telle manière à ce que le social commence avec l'homme, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il y a des sociétés animales et qui fonctionnent de manière sociale avec des comportements sociaux et que, comme Darwin l'a montré pour des aspects anatomiques, Ouais. morphologiques, il y a aussi des continuités évolutives en matière de comportements sociaux. Par exemple, Lévi-Strauss était persuadé que le tabou de l'inceste était Ouais. vraiment ce qui faisait l'humanité, comme Freud d'ailleurs. Voilà deux Ouais. grands auteurs des sciences humaines et sociales qui ont dit, voilà, une des Ouais. grandes lois, Lévi-Strauss De la disait c'est la société loi des humaine. lois, c'est le tabou de Ouais. l'inceste. Et puis on a découvert que l'évitement de l'inceste existe chez la grande majorité des mammifères. On le voit maintenant chez les oiseaux, chez les insectes, etc. Donc c'est pas le bon critère. C'est pas le bon critère et c'est uniquement en comparant avec d'autres structures sociales non humaines qu'on arrive à reprendre un peu conscience de ce que nous sommes, nous qui sommes aveuglés à la fois par une sorte de présentisme, parce que les Ouais. sociologues s'intéressent prioritairement à leur société présente, à toutes les questions politiques, économiques, etc. Et je pense que c'est la plus mauvaise façon de faire des sciences sociales, c'est d'être happé par les questions d'actualité, les questions présentes. Non pas que ces questions ne soient pas importantes, mais on ne peut y répondre, à mon avis, que si on est Non, reparti sur des d'accord. bases beaucoup plus fondamentales. Et ces questions fondamentales, elles arrivent quand on lit de l'anthropologie, quand on lit de l'anthropologie des premières sociétés, quand on lit des préhistoriens, qui ont fait des progrès incroyables. En plus, les archéologues et les préhistoriens sont des gens formidables que j'adore lire. Mais les paléo-anthropologues aussi ont travaillé sur des aspects qui sont tout à fait sociaux. Et la Non, très biologie intéressant. évolutive s'intéresse aussi à ces questions-là. Par exemple, comment il y a de l'apprentissage bien avant, Bien avant l'apparition. ouais. Les phénomènes d'apprentissage et de transmission culturelle est omniprésente chez tous les mammifères. Et donc, c'est très important de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'humanité, parce qu'évidemment, il y a des spécificités humaines. Voilà, mais il faut en prendre conscience par comparaison. C'est un excellent teaser. J'ai très envie de lire ce livre. Bernard, c'est quand que est prévue la parution de... Alors, il paraît fin du mois d'août 2023. Voilà. Là, D'accord. je suis en train de lire les épreuves. Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, je me sens extrêmement... Alors, je ne sais pas si vous êtes optimiste ou si c'est moi qui, à votre contact, est empreint d'optimisme, pardon. Mais ce ressort de notre conversation, un optimisme et une foi dans l'homme. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous habite, l'optimisme? Enfin, c'est ce qu'on appelle l'optimisme. Euh, oui, en fait, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que j'écris un livre, je me dis, non seulement on va être moins bête Oui, c'est vrai. après, mais moi, en premier lieu, le produit de ma recherche, c'est ça, c'est d'essayer d'être un peu moins bête qu'avant le livre, avant la recherche que j'ai menée. Mais surtout, à chaque fois, je me dis, ça va donner des outils, des armes pour lutter contre un certain nombre de choses. Et par exemple, une des choses qui me paraît extrêmement importante, c'est la montée d'une conscience écologique, bon, c'est un scoop pour personne aujourd'hui, qu'on on a quand même l'impression que la fin de l'espèce est possible. Hmm. Ce qui n'arrivait pas, enfin, à part quelques personnes qui pouvaient être très éclairées sur ces sujets au début, dans la première moitié du XXe siècle,
c'est surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle qui est montée progressivement une conscience écologique et la conscience que quand même on est en train de détruire des choses sans s'en rendre compte la plupart du temps, que pendant très longtemps on a fait des choses qui détruisaient la biodiversité, etc. Et que oui, moi j'ai l'impression que l'humanité est une sorte de TGV lancé voilà, à vive allure, qu'il n'y a pas de conducteur. Et moi, j'étudie le TGV, sa vitesse, et peut-être les conditions pour le ralentir, quoi. Donc j'ai l'impression, effectivement, oui, qu'il y a un optimisme derrière tout ça. C'est pour se dire, avant qu'il y ait un désastre complet, peut-être qu'on peut prendre conscience de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est la trajectoire des sociétés humaines et ce qu'est la spécificité ou les spécificités des humains en termes de structure sociale et de comportements sociaux. Et puis la foi dans le progrès, je trouve. Parce que enfin, moi, même moi, j'en suis victime. Je la perds progressivement. Celle qui m'habitait quand je suis devenu prof, progressivement avec les années. Enfin, mais même les lectures que je peux faire d'Antoine Compagnon sur Baudelaire, Baudelaire le désabusé, l'irréductible, la foi dans le péché originel. Enfin, je perds, ça me nuise un peu. Et en vous écoutant, il y a cet horizon du progrès qui réapparaît. C'est ça que je trouve magique. Alors, moi, je pense que c'est un petit peu comme les posologies que donnent les médecins. Quand on est Mm. pessimiste, qu'on ne croit pas au progrès, moi, j'aurais envie de prescrire, voilà, lisez régulièrement de la science type physique, chimie, biologie, médecine, Mm. etc. Et vous allez voir remonter l'idée de progrès en vous et vous allez être très, très confiant. Et, vous voyez, même un exemple tout à fait récent, euh, le nouveau vaccin contre le Mhm. Covid, à ARN messager, comme on dit, Mm. c'est le produit d'une avancée considérable. Du coup, ça a fait peur à beaucoup de gens qui étaient déjà un peu anti-vaccin, Ouais. etc. Mais en fait, depuis le début de la recherche en biologie et en médecine, on a fait des progrès incroyables. Et il n'y a que ceux qui n'ont pas, et je comprends, il y a des gens qui n'ont pas d'éducation scientifique. Il y a aussi des gens qui ont une grande éducation, une grande culture, mais une culture plutôt littéraire, philosophique, artistique, etc. Malheureusement, il manque de culture scientifique. Et quand on a comme j'ai moi, une pratique régulière de lecture de sciences, type, encore une fois, physique, chimie, Mhm. biologie, etc., on voit très bien qu'on en sait, mais beaucoup plus, et que les avancées sont même de plus en plus rapides. D'une certaine façon, il y a des micro-révolutions en permanence un peu partout. Le grand public n'en sait rien. Même les Ouais. gens un peu éclairés qui peuvent le lire, Ouais. parce que rien que lire Science et Vie, et même Mhm. Science et Vie junior pour les adolescents, Je vais commencer par là. oui, mais il y a déjà des choses extraordinaires. Ils font des dossiers pour dire, voilà, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce que... Et ça, ça donne confiance dans l'idée d'un progrès, effectivement, scientifique, non seulement constant, mais encore une fois, de plus en plus rapide. Ouais. Bon, merci beaucoup, Bernard. Bah, merci à vous.